Vous êtes plusieurs millions à nous suivre sur toute l'étendue du territoire national congolais, mais aussi au-delà de nos frontières par la magie du satellite, parce que la télévision qui vous produit cette émission est captée sur satellite à travers le monde entier. Merci également à toutes les chaînes partenaires qui vont relayer cette émission. Mesdames et messieurs, acceptez que je vous souhaite affectueusement la bienvenue dans cette émission Liberté d'opinion qui permet à chaque compatriote de jouir de son droit constitutionnel de s'exprimer librement sur la marche du pays, mais aussi sur des questions des sociétés. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui vous est déjà habitué, peut-être pour ceux qui viennent d'arriver à Kinshasa, Monsieur Patrick Makanga, qui se trouve être analyste politique, jeune acteur politique émergent. Et avec lui, nous allons essayer de réfléchir sur les élections en République démocratique du Congo. Donc notre thème, c'est Cap vers les élections. Monsieur Patrick Makanga, bonjour. Bonjour Charles-France. Merci beaucoup. Moi, c'est Louis-Dor. C'est Louis-Dor. Voilà, ça revient au même. Voilà. La question des élections mobilise l'attention de tous les Congolais. À ce jour, est-ce que on peut répondre à la question de savoir entre le dialogue et les élections que peut ou que demande le peuple congolais, selon vous? En principe, le peuple ne peut demander rien d'autre que le respect de la Constitution. Parce que la Constitution est la loi fondamentale de notre pays, dont sa promulgation était tributaire au référendum où on a vu la population s'exprimer. La population a porté les dévolus sur la Constitution. Cette dernière ne peut que réclamer le respect de la Constitution. Alors si nous questionnons la Constitution de notre pays en son article 70, nous verrons que il est écrit que le mandat d'un président de la République de 5 ans renouvelable une fois. Cela vaut aussi pour les députés à tous les niveaux, mais également pour ceux aussi qui sont issus de suffrage universel indirect. Donc, pour dire que nous avons connu des élections en 2018, il faut qu'il y ait des élections en 2023. Donc, la population ne peut demander, exiger rien d'autre que... D'ailleurs, on doit parler d'exiger, parce que nous sommes en démocratie, c'est la population qui est souveraine. Donc, voyez un peu. Alors, la population doit exiger la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Même si ces élections ne sont pas inclusives, comme c'est le cas, parce que, comme vous le savez, ce n'est pas une information pour vous, en dehors de Ensemble et Envol, qui sont dans le train électoral, il y a la MOUCA et le FCC qui, eux, restent un tout petit peu en marge du processus. Vous pensez que cette population dont vous faites porte-parole sur ce plateau exige réellement des élections supposées non inclusives, entre guillemets? Est-ce que l'inclusivité des élections, ou soit l'exclusivité des élections, était des histoires qu'on a imposées à qui que ce soit? Est-ce que la CENI a eu à mettre des restrictions pour interdire à d'autres de prendre part aux échéances électorales à venir? Moi, je vous dirais non. Si les élections aujourd'hui seraient vues comme exclusives et non inclusives, c'est parce qu'il y a certains de nos compatriotes qui n'ont pas voulu adhérer au processus. Et surtout, je vous dis que ce n'est pas une infraction. Ce n'est pas une infraction à un Congolais lambda ou bêta de ne pas prendre part aux élections. Ce n'est qu'en quelque sorte, ça peut être vu comme le fait qu'un citoyen a en quelque sorte failli à ce devoir. Mais ce n'est pas une obligation. Mais moi, je n'aimerais pas que nous puissions, que le caractère exclusif soit vu comme un élément imposé à certains de nos compatriotes, surtout ceux qui sont dans l'opposition radicale et l'opposition hésitante. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs types d'opposition. Une opposition qui adhère au processus, une opposition hésitante et une opposition radicaliste, où on voit le FCC dans l'opposition radicale, et puis on voit Fayoulou et sa bande dans l'opposition hésitante, et il y a une autre opposition réaliste. L'opposition réaliste, c'est l'opposition du côté Envol ainsi que Moïse Katumbi Tchapoué. Donc pour dire que c'est une opposition réaliste.
Ils sont réalistes parce qu'ils savent que non, ils doivent prendre part aux échéances électorales. La Constitution doit être respectée, quelles que soient nos revendications, quelles que soient nos velléités ou soit difficultés, parce qu'on ne doit pas aussi oublier le fait que non, une bonne partie de politiciens au niveau de l'opposition n'ont pas peut-être suffisamment de moyens pour se lancer dans des processus électoraux sérieux. Donc peut-être on ne doit pas aussi ignorer cela, mais néanmoins, donc les choix étaient libres et les choix continuent à être libres. Il y a de ceux, d'une manière délibérée, ont répondu défavorables à l'appel de la CENI pour l'organisation des élections. Mais ils avaient quand même des exigences. Ils ont exigé l'audit du fichier électoral et en dehors de l'opposition, il y a eu aussi l'Église catholique et protestante. Vous pensez que il ne mérite pas quand même une certaine écoute? Non, il y a ceci. En principe, il faut écouter tout le monde. Et c'est là où je salue. Parce que moi, j'ai toujours dit, et je le dirais, que je ne suis pas un porte-parole de la CENI. Mais là, au moins, j'ai salué la clairvoyance du président Denis Kadima, qui lui resta quand même envoyer les invitations à toute la classe politique et de l'opposition, ainsi que de la majorité de la place. Vous savez, il a reçu la classe de l'opposition. D'ailleurs, c'était mélangé et l'opposition hésitante, l'opposition réaliste, ainsi que l'opposition radicale. Et radicale aussi, apparemment, ça a été aussi représenté. En tout cas, ils se sont mis ensemble pour échanger sur le fichier électoral. Nous devons savoir que l'audit du fichier électoral ne peut pas être l'apanage des politiciens quand même. C'est scientifique, c'est un domaine qui demande une sorte de technicité. Ce n'est pas une obligation légale. Non, pas du tout. Et surtout, auditer un fichier électoral, il y a des aléas, il y a des histoires à remplir. Entre autres, il faut d'abord être un organe dûment identifié qui a des compétences à auditer un fichier électoral. Il y a ce qu'on appelle la procédure sur la passation de marché des services, parce que ça entre dans le cadre de passation de marché de services. Nous ne pouvons pas... Donc l'Église catholique n'a pas compétence, est-ce que même l'Église protestante... L'Église catholique est-elle habilitée à auditer des fichiers électoraux? L'Église a-t-elle des documents attestant sa compétence dans ce domaine? Mais elle fait partie de la société civile quand même. Non, j'ai dit ceci. Oui. Que vous soyez de la société civile, que vous soyez dans un parti de l'opposition ou soit dans un parti de la majorité, il faut savoir les aléas pour auditer les fichiers électoraux. Or, curieusement, au moment où nous sommes en train de parler, la CENI a eu à lancer l'appel d'offres international. Il y a des bureaux habilités qui ont concouru et en respect de la procédure sur la passation de marché. Il y a des bureaux qui ont concouru, ils ont été retenus, ils ont audité les fichiers électoraux. C'est là où même que nous avons eu vent de doublons qui ont été élagués, parce que dans les rapports rendus publics de l'organe habilité travaillant dans le domaine de l'audit du fichier électoral, l'organe a publié un rapport faisant étant des doublons d'un côté autre qui ont été élagués parce qu'il y a eu des Congolais qui sont enrôlés dans 3 endroits différents. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il y a eu toilettage, ils ont même eu à faire état de la présence de certains, certains mineurs dans le processus d'enrôlement des électeurs. Tout cela a été élagué par l'organe habilité à le faire. Mais pas l'Église catholique, ni l'opposition, non plus l'Union sacrée. Ça, c'est permettre un peu de trop. Et c'est pas bienséant. C'est comme si nous voulons fouler au pied tout ce qu'on a comme procédure en termes de passation de marché. C'est comme si nous voulons fouler au pied tout ce qui a trait au droit pour que nous puissions retourner dans des conciliabules. Oui. Alors, parce que vous estimez que ces élections sont inclusives, mais il y a certains candidats de l'opposition qui ne pourraient pas compétir au cas où la justice établissait leurs responsabilités dans l'un ou l'autre dossier. Je prends pour le cas de figure la situation de Augustin Matata Mpogno, qui devait se présenter à la Cour constitutionnelle la veille, bien entendu. Donc un jour avant le tournage de cette émission,
est-ce que s'il arrivait à être décalé, ça ne poserait pas problème parce qu'il a même déjà présenté son programme de campagne électorale comme candidat? Non, mais il ne faut pas confondre le milieu politique ainsi que le milieu judiciaire. Monsieur Matata Ponyo, c'est un candidat politique. Il s'est déclaré candidat politique aux échéances électorales à venir. Alors, sa déclaration et sa position n'a rien à voir avec l'appareil judiciaire. Et surtout que même le chef de l'État, n'a pas des injonctions à donner à l'appareil judiciaire de notre pays. Pourquoi? Parce que l'appareil jouit d'une sorte d'indépendance garantie par la Constitution de notre pays. La Constitution consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif où se trouvent les chefs de l'État, mais aussi du pouvoir législatif, Parlement, Sénat, j'en passe. Alors, les champs de M. Matata Ponyo, son combat, c'est un combat politique. Et il en a le droit, comme tout autre Congolais, à prétendre diriger le pays. Mais le problème qu'il lui a, c'est un problème au niveau de la justice. Il a intérêt à finir avec la justice le plus tôt que possible. Parce que hier, curieusement, il a brillé par son absence. Et ce n'est pas bien, vu que c'est un candidat président de la République. Il y a des soupçons. Ses avocats étaient là. Il y a des soupçons. Il y a des soupçons. Vous avez vu comment ça s'est passé. Oui, c'est pas on avait besoin de la personne. Donc, il a intérêt à se mettre en ordre. Donc, s'il en finit avant, il peut poser sa candidature sans problème. S'il est lavé avant décembre. Bien sûr, si la justice ne lui permet pas de postuler en tant que président de la République, soit chef de rue, chef de quartier lors des élections municipales, il s'apprendra qu'à lui-même. Hein? Donc il a intérêt à être clean avec la justice qui n'a rien à voir avec tout ce que nous faisons dans le domaine politique. Et d'autres candidats, vous pensez qu'ils pourraient postuler librement? Katumbi, Sesanga, Mukwege et les autres? Mais quoi de plus normal, cher Louis-D'Or? Oui. Quoi de plus normal? Un Congolais qui n'est pas frappé par des incompatibilités à postuler en bonne et due forme. D'accord. C'est tout à fait normal. Alors, revenons aux législatives nationales. On a constaté un nombre, comment dirais-je, pléthorique de candidats, 23 000 pour 500 sièges à l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas une folie? Comment ça va se passer? Non, folie. Quand je vois d'abord le nombre de banderoles qui sont affichées pendant cette période de pré-campagne, je me demande ce que ça sera au mois de novembre. Bon, c'est ça. On a voulu la démocratie. C'est ça. On a voulu la démocratie. Les Congolais se sont sentis capables. Donc tout le monde tient à faire de la politique dans ce pays. C'est devenu un métier. Bon, ce qui est vrai, les Congolais aujourd'hui se disent être prêts à prendre en charge le destin de leur propre pays. Mais néanmoins, la seule façon de le faire, c'est vraiment d'aller en politique. C'est qu'il faut, c'est un mal que nous devons essayer d'écarter dans la tête de beaucoup de Congolais. Parce qu'il y a trop d'improvisation. Vous avez parlé tantôt de M. Matata Ponyo qui veut à tout prix devenir chef de l'État pendant qu'il était Premier ministre. Il est soupçonné de détournements dans le projet Bukangalonzo et lui veut devenir chef de l'État. Parce que les gens s'improvisent trop, les gens se sont fait des pensées dans la tête pour se dire que non. Mais le seul moyen de se faire beaucoup d'argent, c'est d'aller en politique. Et pour la plupart des cas, curieusement, avec des moyens que nous connaissons bien, profitons aussi de l'immaturité de notre population, il y a certains de ces candidats opportunistes, il y a certains de ces improvisés accèdent aussi à certaines fonctions politiques pour maintenir le pays dans la situation pas très confortable où la population continue à souffrir. Monsieur Makanga, quel est votre avis par rapport à cette situation? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la faute à la CENI de n'avoir pas été trop rigoureuse dans dans le traitement des dossiers de candidature en ce qui concerne les critériums définis? Elle pouvait déjà en amont limiter le nombre de candidats, mais en retenir 23 pour 500 sièges,
Non, c'est qu'il faut... C'est vrai, les ambitions sont légitimes pour tout le monde, mais est-ce qu'il ne fallait pas un certain critérium? Parce que là, vous évoquez le cas des anciens visages qui reviennent. Ça veut dire que vous allez aux élections, parce que vous êtes candidat aussi, avec des armes inégales, avec des gens qui sont en fonction, des gens qui ont été des anciens députés, qui ont amassé beaucoup d'argent et qui vont se battre sur le terrain, sur le champ électoral, avec des gens qui n'ont pas de moyens. Ça, c'est une autre paire de manches. Ce qu'il faut retenir, c'est le fait que aujourd'hui, je vous ai parlé en tout cas du mauvais côté de la démocratie. Oui. Plusieurs regroupements politiques et partis politiques que nous avons. Mais ce sont là les conséquences du nombre de candidats. La faute est à qui? À qui la faute? Non, c'est à la démocratie. C'est à la démocratie. La faute serait alors, c'est une démocratie mal assimilée alors? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas mal assimilé. Parce qu'on estime qu'en 2028, on pourrait avoir 50 000 candidats pour 500 sièges. Même 100 000, aussi longtemps notre arsenal juridique le permet, ça ne constitue pas... Ça ne va pas être la démocrature au lieu d'être la démocratie. Alors, une autre question... Il faut plutôt exhorter les gens à savoir que la politique n'est pas un moyen de s'enrichir. Il faut d'abord réussir votre vie quelque part dans ce que vous faites avant d'embrasser la politique. Parce qu'il y a de ceux qui se disent que voilà, je suis chômeur, une façon pour moi d'avoir de l'emploi, c'est d'aller postuler, devenir député, devenir ceci ou cela, pour me faire de l'argent. Il sait qu'il faut enlever dans la tête des Congolais. Ça peut créer une sorte, en quelque sorte, un découragement national au fief de ces compatriotes qui pensent qu'il faut aller aux élections pour se faire de l'argent. Mais en termes de la concurrence au niveau de terrain, les anciens, tout ça qui sont... Voilà. Moi, je pense que la population n'est pas dupe. La population que nous avons connue, nous avions en 2006, n'est plus la même qu'en 2023. Comment ça? Telle enseigne que plus nous traversons nous traversons des cycles électoraux, plus les gens comprennent en réalité l'impact qu'il y a derrière le choix que vous opérez sur le monsieur Y, X, Z. Parce qu'aujourd'hui, on doit comprendre que notre misère, la misère de la population, la misère du peuple, le peuple risque d'être lui-même, d'une manière indirecte, l'auteur de sa propre misère. Pourquoi? Parce qu'il a voté la personne qui lui a donné le pain, parce qu'il a voté la personne qui lui a donné une pagne, la personne qui lui a donné 10 000 francs, en lieu et place de celui qui devrait transformer ses desiderata en proposition de loi, en édit, et pour trouver des solutions qui vont durer dans le temps. Donc, aujourd'hui, moi j'ai lancé, ça je vous informe, nous avons lancé une campagne citoyenne pour essayer de travailler la maturité de la population en ce qui concerne les choix à opérer. Parce que dans le système de crise dont se trouve notre pays, dans le système de la vie difficile que se vit en République démocratique du Congo, cela constitue un élément de faiblesse au fief de la population, de telle enseigne que vous êtes en face d'un monsieur qui n'a pas mangé depuis le matin, un monsieur qui a amassé beaucoup d'argent dans des moyens obscurs, se présente devant la personne qui n'a pas mangé, lui présente 20 $, il se dit, laisse-moi manger aujourd'hui parce que je faim, les restes je m'en fous. Oublions que le 20 $ qu'on donne, les 10 $ qu'on donne, 10 000 francs qu'on donne, finiront dans 2-3 jours. Et quand c'est maintenant, quelle sera votre vie dans les années qui vont rester jusqu'à 5 ans? Parce que là, nous devons nous réveiller. Moi, j'appelle le mouvement citoyen à s'activer quant à ceux en lieu et place d'autres dans des combats politiques, travailler l'éducation au niveau, essayer d'éduquer un peu la masse, la population pour une sorte de maturité qui nous permettra d'avoir des bons électeurs. Parce que le plus grand combat, pardon j'atterris sur Lidor, le plus grand combat c'est de travailler pour que nous ayons des bons électeurs.
les bons électeurs éliront des bons candidats. Si nous n'avons pas de bons électeurs en République démocratique du Congo, nous aurons des très mauvais candidats et notre situation ne va pas changer. En d'autres termes, vous insinuez que la population doit renouveler la classe politique en votant pour de nouveaux visages. Nous devons reconnaître, parce que nous devons être conséquents et dire la vérité aux gens qui nous regardent. Il n'y a que les gens sur lesquels nous avions placé notre confiance sont passés à côté de la plaque. Ceux du mandat passé. Nous ne devons peut-être pas les en vouloir. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux qui ne savaient pas ce qu'ils étaient censés faire. Ils s'est retrouvé dans un milieu par quelle magie nommé député et puis il ne connaît pas le rôle du député. Il s'est retrouvé député, il ne connaît pas le rôle du député. Il vient, il construit des passeports, des passerelles. Oui, oui. Il vient, il donne des la population applaudit. Il donne des pagnes aux mamans, oui. Il donne des bassins de pain aux dames. Selon lui, pense que non, il est papa social, raison pour qu'il doit être député. Donc, en d'autres termes, un candidat député ne peut pas construire une passerelle, ne peut pas construire une école, une boulangerie, placer des lampadaires. Un candidat député amène un projet de loi qui va pousser le gouvernement à mettre en place un programme qui va construire. Pardon, j'ai allez-y. Un député et c'est lui, un député élu. Oui. Et c'est lui qui amène un projet de loi à soumettre à l'Assemblée nationale qui va pousser le gouvernement à mettre en place un projet. Dans ces projets, il y aura construction de passerelles dont sa circonscription électorale. Par le gouvernement. Par le gouvernement. Pas par le candidat député. Pas par les candidats députés. Mais si la population aidez un peu la population. Si la population aujourd'hui voit quelqu'un à l'approche des élections venir à Kisenso, venir à Matete, à Ngaba, à Lemba ou à Limete, en train de construire des ponts, en train de construire des écoles, quelle peut être la réaction de la population? En tout cas, la population doit savoir que ça c'est une insulte. Là, la population s'est fait insulter par la personne qui est venue avec des mêmes modus operandi que nous avons connus tantôt, qui après avoir été élu, soit nommé député, il fuit pour aller vivre en Europe, pour se faire 5 femmes, 10 femmes. C'est une insulte. Il faut chasser ces messieurs. Et avant qu'ils puissent même commencer à mettre des ponts. Non, avant qu'ils puissent commencer à faire l'implantation de ces ponts. Ou à curer la rivière de Kisenso là-bas. Il faut les tabasser. Oui. Il y a des candidats qui construisent des ponts à Kisenso là-bas. En lieu et place de les tabasser, qu'est-ce qu'il faut? Il faut attendre que les ponts finissent parce que ça peut servir la communauté. Il faut attendre que les ponts finissent et vous prenez les messieurs jours de l'inauguration, vous les tabassez. Mais pour qu'ils ne foulent plus ses pieds dans cette circonscription. J'ai vu un candidat à peine il y a quelques mois en train de construire des passerelles sur plusieurs avenues dans la commune d'Engaba. La question qu'on doit se poser d'abord, alors que ça fait 5 ans, on n'a rien vu. Où est-ce qu'il a eu tout cet argent qu'il est en train d'investir? Quel est son intérêt? Parce qu'à chaque investissement, il y a un intérêt. Il y a du bénéfice. Où est-ce qu'il va récupérer l'argent investi et se faire de bénéfices? Maintenant, quand ces messieurs qui construisent des passerelles à gauche et à droite se fera... donc, va faire la somme de ce qu'il a dépensé comme argent. Une fois élu député, qu'est-ce qu'il faudra pour lui? D'abord, récupérer tout ce qu'il a investi comme capital dans la construction des ponts et autres, pendant que la population est dans les oubliettes. Et en deuxième de compte, il va créer sa marge de bénéfice. Et pendant ces temps, la population va encore croupir dans des misères et autres. Il devient hyper sécurisé. Sa parcelle, avec 17 policiers et autres, il devient injoignable, insaisissable. Il attendra encore l'autre 5 ans. Il vient encore avec son autre budget. Il vous construit encore. Il vous met la peinture, il met la peinture dans des avenues. Et puis, il va récolter. Il faut dire aux gens. Oui. Ce qu'il faut dire à la population. Ça, c'est pédagogique, cette émission. Bien sûr. C'est quand même important. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que il faut voter des gens qui ont des idées beaucoup plus concrètes. Pas qui vous amènent des polos et consorts. Monsieur le candidat député, vous êtes venu auprès de nous. Qu'avez-vous comme projet dans la circonscription électorale que vous êtes censé mieux maîtriser parce que vous avez postulé ici? Voilà. Nous ne devons pas vous dire ce que nous pensons, vous êtes censé maîtriser. Maintenant, vous allez nous proposer quoi? Non, voilà, moi je pense, tel que moi je vous divulgue, parce que moi je l'ai déjà dit tantôt, peut-être ça peut aussi aider d'autres candidats à entrer un peu dans ce sens. Moi j'ai dit par exemple, dans la circonscription de Tchango, moi je pense qu'on peut commencer, on peut mettre en place des dispositifs pour créer des redevances. Ouais, on peut mettre en place soit des édits ou des propositions de loi pour créer des redevances pour que chaque marché
puisse mettre en place un système de redevance pour l'assainissement de quartier. Attention, on risque de basculer dans la pré-campagne. C'est pas encore le moment. Tu es très rusé. Ce sont des pensées. Oui, d'accord. Mais alors, dites-nous quelque chose, parce que vous êtes un analyste politique. Comment expliquez-vous le comportement de ces candidats qui sont des propriétaires des écoles et qui ont déjà ciblé certains agents de la CNI qu'ils vont conditionner pour influencer les résultats et les électeurs parce que les écoles leur appartiennent? Première question. Deuxième question, que pensez-vous de ces candidats qui, pendant l'enrôlement des électeurs, ont déporté des populations d'une circonscription à une autre pour qu'ils obtiennent des cartes dans sa propre circonscription afin de voter pour lui? Comment anticiper ce type de fraude? Donc, pour dire que la première des choses, il faut noter que la population doit dénoncer. Ce sont des procédés de triche. Voilà. Mais malheureusement, la loi n'a pas interdit cela. Faire quitter des gens, déporter les électeurs d'une autre circonscription vers une autre. La circonscription que vous voulez postuler. La loi électorale prochaine doit en tenir compte. En principe, on doit tenir compte de cela. Mais est-ce qu'on ne peut pas les gens les cartes des électeurs le jour du vote, voir les adresses? Non, ne vous en faites pas, ils mettent les adresses fictives. Non, ils mettent des adresses existantes. Les maisons connues. Non, c'est difficile. Donc la loi peut-être les services de renseignement doivent travailler dans ce sens-là pour essayer de dénicher ce genre de choses, pour renforcer encore la viabilité. Il faudrait quand même avoir des agents des quartiers dans chaque bureau de vote pour savoir tel habite le quartier ou pas. Un mécanisme quand même de détection de ces fraudeurs. Il faudrait aussi c'est un grand travail. En tout cas, on ne demanderait pas vraiment ça à la CENI, mais il faut que la population soit vigilante. Le ministère de l'Intérieur peut travailler à ça. Bien évidemment, il faut que les services de renseignement s'activent. Moi, je pense que ce sont des propositions que la population dénonce. On peut amener dénonce si on voit dans des bureaux de vote des personnes qui n'habitent pas le quartier, qui n'habitent pas l'avenue, venir voter. Il y a un autre aspect, vu que la loi n'a pas interdit. Moi, je pense que tout ce qu'on fera, ce n'est que proposition d'avenir. Oui, mais c'est pour raison de moralité quand même. Bien sûr, je dis, c'est déjà en quelque sorte. Vous n'allez pas accepter qu'un candidat vienne avoir des voix mal obtenues dans votre circonscription. C'est une tricherie, mais la loi doit on doit déjà réfléchir sur comment... Il faut adapter la loi à la prochaine mandature. Tout à fait. Et quant vous avez posé encore une autre question sur le promoteur d'école. Les promoteurs des écoles qui ont déjà recruté des agents devant influencer les résultats dans les bureaux de vote. Raison pour laquelle nous demandons à la CENI d'identifier tous les promoteurs des écoles qui sont des candidats. Denis Kadima. Nonobstant l'effet d'identifier les promoteurs des écoles qui sont des candidats, il faut mettre en place un mécanisme de contrôle vigoureux pour essayer d'époncer les plaies de Congolais, les plaies de Congolais qui ont vu le jour lors des passés processus électoral. Donc, M. Denis Kadima a du pain sur la planche. Parce que ça serait aberrant de constater que M. Denis Kadima nous donnait des élections de même façon que M. Nanga qui vient de fuir. Vous voyez les conséquences du péché? Il a fui? Il a fui, il est en exil quelque part, dans un petit au Rwanda et autres. Est-ce qu'il était menacé ou c'est comment? Il a fui. Les problèmes d'abord c'est quoi? C'est ta propre conscience qui va commencer à te charger chaque jour. Vous ne voulez pas dire la conscience de Corneille Nanga? Et il faut savoir que les pleurs et grincements des dents des Congolais vont commencer à te hanter. Pour avoir nommé des députés, pour n'avoir pas bien fait. Il s'est converti en donneur de leçons. Pour n'avoir pas bien fait votre travail. Normalement, Nanga devait être arrêté en fait. Il fallait quand même des plaintes même si la justice du monde ne l'a pas arrêté. C'est quelqu'un qui a vraiment détruit les vies des gens. Même si la justice du monde ne l'a pas arrêté, il y a ce qu'on appelle le karma. Regardez Ngoï Mulunda, paix à l'âme de notre abbé Malumalu. Ngoï Mulunda. Aujourd'hui, qui Nanga? Ngoï Mulunda aux arrêts. Nanga. En cavale. Monsieur Denis Kadima, maintenant, c'est à lui de décider quel type de destin. C'est à lui de choisir quel type de destin qu'il veut. S'il veut un meilleur destin où les Congolais vont commencer à les saluer. Alors, du début jusqu'à la fin d'une avenue, il n'a qu'à faire correctement son travail en mettant en place les mécanismes pour éviter la fraude et la tricherie dans différents bureaux de vote. Parce qu'on connaît beaucoup de mécanismes, ça je vous l'ai dit. Voilà. Il y a de ce pendant que nous autres candidats, pendant que nous descendons sur le terrain
pour essayer de sensibiliser les gens, faire comprendre aux gens les enjeux qui les attendent. Il y a de ceux qui conçoivent déjà des épargnes pour corrompre la CENI. Pour corrompre les enseignants dans les bureaux de vote. Aller aussi dans la Cour constitutionnelle pour corrompre les centres des bureaux de vote, ainsi que certains officiers qui seront là et faire entrer n'importe quoi. Moi, je pense que M. Denis Kadima, c'est à vous de choisir. Il a son avenir dans ses mains. Le type de destin que vous voulez. Même si la justice n'arrivait pas à mettre la main sur vous, de par certaines clauses, il faut savoir qu'il y a la justice divine qui existe. C'est quand même un homme. Il y a le karma. On lui accorde le bénéfice. Nous lui accordons le bénéfice de doute, le bénéfice d'intégrité. C'est normal. Raison pour laquelle il doit être à la hauteur, parce que c'est tout ce que la population attend de M. Denis Kadima. C'est un homme très réceptif, il est très ouvert aux remarques. Alors, on ne va pas seulement interpeller le président de la CENI, qui jusqu'à présent semble bien faire son travail, mais il y a aussi le ministre de l'enseignement supérieur professionnel, c'est pas primaire et secondaire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, pendant les élections, qu'on ne retrouve pas le personnel enseignant dans l'école où il a travaillé depuis longtemps? Il faut une permutation de personnel enseignant parce que des choses commencent déjà à se passer à ce niveau-là. Vous ne pensez pas qu'il faut interpeller aussi le ministre de l'enseignement Il y aurait conflit d'intérêts si primaire, secondaire et professionnel. Il y aurait conflit d'intérêts si nous avons un promoteur candidat et ses enseignants dans le bureau de vote. Voilà, c'est un problème. C'est un problème sérieux. Ce sont des éléments qu'on doit déjà soulever dès maintenant. Donc on ne doit pas voir le même personnel dans les mêmes écoles. Il faut permuter le personnel. Tout à fait. Un préfet candidat. Oui, parce que nous devons tous réfléchir et mettre en place des mécanismes pour créer une concurrence loyale. Voilà. Donc donner la chance à tous les candidats et à tous les niveaux. Et telle enseigne que non, il ne faut pas fermer les yeux à une sorte de favoritisme, voilà. J'en passe. Donc, ça, ce sont des éléments que la CENI... Donc, le ministre a sa part de responsabilité. Bien sûr, le ministre a sa part de responsabilité. Il faut que la CENI collabore avec toutes les institutions du pays. Même les services de renseignement doivent fonctionner. Parce que nous, quand on faisait les examens d'État, ce qui faisait le plus peur, c'était quoi? C'était l'ANER. Parce que l'ANER travaillait à l'époque, mais aujourd'hui, on voit comme s'il y a en quelque sorte du relâchement. C'est comme si au niveau des services de renseignement, le service a un peu perdu sa sève, la sève de son existence. L'ANER doit travailler en collaboration avec la CENI pour donner des informations à la CENI qui permettra à la CENI de mettre en place un processus électoral fiable dont on a donné la chance à tous les candidats et que le meilleur puisse gagner. Alors, pour vous résumer, M. Patrick Makanga, vous suggérez que la CENI puisse veiller à ce que les promoteurs des écoles qui sont candidats soient quand même l'objet d'un certain monitoring au niveau et de l'ANR, mais aussi au niveau des services propres à la CENI, ces différentes antennes. Vous suggérez également que le ministère qui a en charge l'enseignement primaire, secondaire, technique et professionnel puisse faire que pendant les élections, qu'on ne retrouve pas le personnel enseignant d'une école X dans une école X, qu'il faut qu'il y ait une permutation. Tout à fait. Comment cela peut se matérialiser? Qui doit prendre l'initiative? Non, je vous ai dit tantôt, Monsieur Denis Kadima a un destin. Donc il doit y avoir un cadre de concertation avec les promoteurs des écoles. Non, pas avec les promoteurs des écoles. Il faut qu'il y ait un cadre de concertation, vu que les bureaux, la plupart des bureaux de vote seront dans des écoles. Vont se situer dans des écoles. Il faut qu'il y ait un cadre de concertation entre le ministère de l'EPST, l'ANER, et puis la police congolaise. Ainsi que la garde républicaine. Félicitations à la garde républicaine qui a fait un très bon travail pendant les Jeux Olympiques. Ça peut aider. Ce cadre de concertation permettra... Même si ce n'est pas dans l'émission de la garde républicaine, mais elle joue un rôle. Quand la garde est sur la route actuellement, vous roulez sans problème. C'est une question de la route. Il n'embête pas les gens. Il faudrait même renforcer dans chaque bureau de vote un élément de la garde républicaine bien habillé, comme on voit les Tchikata habillés là. Ça peut un peu décourager. Ils inspirent confiance, sincèrement. Bien sûr que oui, parce qu'au sein de la police... Merci au commandant de la garde républicaine, mon général. Hormis cela, il y a aussi un autre élément, cher Louis-Dor, que nous ne pouvons pas soulever. L'autre élément, c'est quoi? C'est cette concurrence déloyale qui bat le plein. Parce que nous irons compétir avec des ministres en fonction. Avec des riches. Avec des ministres en fonction. Et des députés sortants. Députés sortants. Comment ça va se faire? Et ils vont venir dans... Députés sortants, ils vont en campagne avec des gardes du corps. On va aller avec des mandataires. Nous irons avec des mandataires. Nous irons avec des ministres en fonction lors des élections.
Bon, néanmoins, la loi apparemment ne l'interdit pas. Néanmoins, que la population qui nous regarde, hein, vous devez ouvrir l'œil et les bons. Nous ne sommes pas encore dans la campagne électorale, mais la population doit ouvrir l'œil. Non, l'émission est pédagogique. L'émission est pédagogique. Ouvrir l'œil et les bons parce que... C'est une sensibilisation. Parce que là, déjà, le combat n'est pas loyal. Ils viendront avec des armes inégales. Ils viendront avec... Ils ont déjà commandé des conteneurs, des polos, des pagnes, des bassins. Je connais un ministre que j'ai Télénon qui a déjà commandé 8 conteneurs de polos. Il a dit lui va distribuer 100 000 polos. 100 000 polos, il va distribuer. Face à Patrick Makanga qui n'en a pas de moyens. Où est la démocratie? Bon, attention, là, il y a de ceux qui vont dire mais la politique, il faut avoir des moyens. Mais la concurrence doit quand même être loyale. Parce qu'au-delà de l'argent, l'argent ne fait pas des valeurs. Les valeurs ne tournent pas tout autour de l'argent. Et que la population doit ouvrir l'œil et les bons face à ce genre de personnes. Parce que d'ailleurs, pour la plupart, ils ont failli. Ils ont failli. Ceux qui étaient dans la législature passée, ils n'ont rien fait pour la population. Bon, ils ont failli pour la plupart des cas parce qu'ils n'ont pas su. Vous auriez aimé qu'ils fassent quoi? Parce que vous avez dit que le député ne peut pas construire des ponts et des écoles. Non, moi, je vous ai parlé du rôle. Ils construisent des écoles, ils donnent des sémoules aux gens, ils donnent des riz, mais ils ont tout fait, sauf ce qu'ils étaient censés faire. Légiférer. Ils n'ont pas légiféré. Transformer le problème de vos bases en proposition de loi, proposer sa promulgation et que le gouvernement exécute des projets qui vont durer dans le temps. Moi, je pense qu'il faut une génération de députés ou soit des élus dont la population donnera les noms des avenues. Et que non, si dans notre circonscription électorale, on a un tel service d'assainissement efficace, tout ça, parce qu'il y a eu un député que nous avons connu en telle année, il a eu à mettre en place un mécanisme et un dispositif. Il nous a tous mis ensemble. Nous avons tous travaillé, on a eu ce que nous avons aujourd'hui. Raison pour laquelle nous lui avons dédié telle avenue, nous lui avons dédié un tel monument. C'est un exemple à suivre pour la jeunesse, un exemple à suivre pour la population du coin. Moi, je pense qu'il faut des gens comme ça pour l'éveil de la République démocratique du Patrick Makanga, ils vont chasser la racaille. Que pensez-vous? Cette émission, je vous le promets, je vais l'envoyer au président de la CENI parce qu'il y a des suggestions qui vont aider à améliorer le processus électoral. Ça, je prends l'engagement devant la population. Je sais par quelle voie je vais passer pour qu'il suive cette émission. Que pensez-vous de ces candidats, des ministres en fonction ou ceux qui ont exercé différents mandats, des mandataires publics, qui vont vers la population, ils tiennent des meetings et puis ils invitent beaucoup de gens et donnent peu de moyens et puis après c'est la bagarre, les gens qui s'entretuent, comme ils ont des gardes du corps, ils démarrent en trombe, ils s'enfuient. Non mais c'est normal. Et tout ce qu'eux cherchent, les problèmes, il y a aussi une autre stratégie. Hein. Oui. Parce qu'on a compris que la masse que Louis d'Or a drainée égale à la même masse que Patrick a drainé. L'élément commun de tous ces gens, c'est l'argent. L'argent promis aux gens a drainé la même masse que tout le monde utilise. C'est ça. Et généralement, ce sont les mêmes personnes. Ces politiciens véreux qui promettent argent et autres pour drainer de masse, ils se disent, ce qui importe pour nous, c'est de donner cette impression des gens, mais en réalité, nous allons corrompre. Nous allons chercher des mécanismes de corrompre et on d'acheter des consciences. On a quand même réussi parce qu'on a battu campagne. Tu n'as pas vu les masques que l'autre a drainé. Les foules. Or, nous savons que... Ce ne sont pas des électeurs en réalité. Ce ne sont pas des électeurs. Alors, quel conseil vous donnez par rapport à ça? Et puis, ces candidats qui impressionnent la population avec des gros panneaux. Moi, je pense qu'il y a eu un moment, il y a eu un slogan, le mot d'ordre de feu, Étienne Tshisekedi Ouamoulumba, qui a dit « bouffez leur argent, mais ne faites pas ce qu'ils disent ». Moi, je pense qu'on doit changer les paradoxes. Des fois, il faut qu'on puisse mourir dans notre pauvreté, mais tout en restant intègre. Dans la dignité. Dans la dignité. Je ne bouffe pas l'argent sale, je ne bouffe pas l'argent d'une personne qui n'a pas des compétences requises pour faire quoi que ce soit. Je ne bouffe pas son argent et je meurs en toute dignité et avec des valeurs. Devons faire preuve, la population doit faire preuve des valeurs pour dire non et niet. Il faut à un moment dire non, parce que
plus vous êtes là pour bouffer l'argent, indirectement, vous encouragez des antivaleurs, vous encouragez des personnes qui ne vont pas vous aider à se taper des poitrines. Quand vous parlez des 23 000 candidats pour 500 sièges. Parce que tout le monde s'est dit avec l'argent tout est possible. Ils se disent qu'avec l'argent tout est possible, même si je n'ai pas tout. Bon, je viendrai, je vais faire des bruits avec le peu d'argent, je vais distribuer et je sortirai député. Pensiez que si la population a atteint une sorte de maturité, on aura encore ce nombre de candidats. Non. Pourquoi? Parce que les gens vont dire niet. On te connaît, monsieur, taisez-vous. Dans votre famille, on vous dit non, monsieur, on te connaît depuis que vous êtes né ici. Là, ce sont vos parents. Les parents vont commencer à faire ce travail. Hein. Ils appellent leur fils. Vous voulez postuler? Nous, on vous connaît. Vous êtes né ici dans cette maison, on vous interdit de postuler parce que vous n'avez pas la carrure de prendre en charge les préoccupations, d'énormes responsabilités de ce pays. En tout cas, les parents et les familles peuvent déjà décourager certaines personnes pour ce faire, et ça sera un début de tout. Vous verrez que dans les jours à venir, on aura peut-être 350 candidats pour 500 sièges. Pourquoi? Parce que il y a de ceux qui se disent non, moi je ne suis pas digne, la famille avait refusé. Tu vois un peu tous ces genres de choses. Il faut créer ces filtres-là naturels. Ouais. Sur les choix des candidats. Mais quand il y a des champs libres avec l'argent, comme on dit, l'argent répond à tout, on se permet de tout, et on est dans du n'importe quoi. Alors, que pensez-vous de l'incitation à la haine tribale pendant la campagne électorale, les discours violents à l'endroit des uns et des autres? Est-ce que vous pensez que pendant ce cycle ici, on pourrait connaître des choses beaucoup plus meilleures? Non, mais ce qui est vrai, d'abord, l'incitation à la haine tribale, c'est un comportement réservé à ceux qui sont faibles d'esprit. Une arme de bataille électorale. C'est une attitude, comportement réservé exclusivement à ceux qui sont faibles d'esprit. Moi, je pense que nous devons faire prévaloir les idées, les courants d'idées, les pensées, des pistes de solutions à apporter plutôt que parler de nos sources ethniques consorts. Nous devons prendre de la hauteur parce que le Congo de demain n'a pas besoin d'un Moulouba, n'a pas besoin d'un quelqu'un de Bandundu, n'a pas besoin de quelqu'un de l'Est, n'a besoin de quelqu'un du Sud, n'a besoin de quelqu'un du Nord. Le Congo de demain a besoin de ces dignes fils et filles qui vont réfléchir ensemble comme un seul homme pour porter ce lourd fardeau du sous-développement, ce lourd fardeau de la famine, ce lourd fardeau du système éducatif pourri, ce lourd fardeau pour qu'il puisse alléger la population congolaise et que ce pays puisse renaître. Merci. Les Congolais ont tant pleuré. Il est temps que les dignes filles et fils se lèvent pour sécher les larmes de leurs frères et sœurs. Merci beaucoup, M. Patrick Makanga. Nous allons résumer cette émission pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. L'émission a eu pour thème Cap vers les élections avec l'analyste politique sur ce plateau, Patrick Makanga, qui fait partie des jeunes acteurs politiques émergents dans notre espace public. Alors, nous avons passé en revue le système électoral, mais aussi les processus électoraux en cours, avec, bien entendu, à la clé, une panoplie de recommandations qu'il a faites sur ce plateau, en suggérant au président de la CENI, Denis Kadima, qui fait déjà un travail admirable, donc de renforcer encore la sécurité pour que les élections se tiennent dans de bonnes conditions. Il a suggéré, et bien entendu, la mise sur pied d'un cadre de concertation entre la CENI, l'ANR, la police, et bien entendu, il est allé plus loin jusqu'à souhaiter aussi que la garde républicaine, qui fait un travail merveilleusement apprécié par la population, soit associée pour la surveillance des bureaux de vote, et qu'il faudrait que tous les promoteurs qui sont détectés comme des candidats députés nationaux soient surveillés pour qu'ils n'utilisent pas le personnel de leurs écoles comme des électeurs ou comme des gens devant influencer, bien entendu, les votes des personnes qui viennent pour voter. Donc il a émis le vœu de voir ce cadre de concertation se mettre en place. Nous l'encourageons et nous partageons aussi
aussi ce point de vue en tant que patriote, parce que l'émission était essentiellement en pédagogique. Vous avez suivi que nous ne sommes pas entrés vraiment dans la politique politicienne. Nous avons voulu vraiment faire de la pédagogie électorale. Nous estimons que cette émission va arriver, bien entendu, au destinataire principal, le président de la CENI, Denis Kadima, mais aussi à tous les décideurs à tous les niveaux, pour que les élections se passent dans de bonnes conditions et que les candidats se battent avec des armes légales. La proposition majeure, c'est le renouvellement de la classe politique. Alors, je vais terminer en disant que j'ai dédié cette émission au vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jekoko Mulumba, pour un travail merveilleux qu'il fait. Les membres de ma fondation dans la commune d'Elemba ont été victimes des bavures de la police à 1 h du matin la semaine dernière, alors qu'ils allaient me représenter à Inde Yangaba. Les policiers leur ont ravi les téléphones, l'argent et même les cartes d'électeurs. Et quand j'ai été informé, j'ai alerté le vice-gouverneur Jekoko Mulumba en lui donnant les indications sur la camionnette à bord de laquelle se trouvaient les policiers, qui sont aux arrêts actuellement. 6 sont aux arrêts à Kingabwa, donc au sous-siat d'Iveco, bien entendu grâce à l'implication personnelle du vice-gouverneur, mais aussi de la haute hiérarchie de la police. Donc toutes ces antivaleurs doivent cesser, parce que le commandant suprême donc des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Tshisekedi, voudrait donner une image nouvelle à nos forces de l'ordre. Monsieur le gouverneur, monsieur le vice-gouverneur, merci pour ce travail. Merci à vous, Patrick Makanga, pour toutes ces suggestions que vous avez faites pour améliorer le système, le processus électoral en cours, dans l'espoir que nous allons nous retrouver la prochaine fois pour parler de l'union sacrée et du fonctionnement de ces organes. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, merci de votre attention. Écrivez-nous à partir du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Il est sur WhatsApp, il est aussi, vous pouvez faire des SMS normaux, nous allons répondre, ou si vous avez des préoccupations, nous allons les transmettre à M. Patrick Makanga. D'ici là, mesdames et messieurs, portez-vous très bien, au revoir. Merci beaucoup.